Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Débat 973. Le ras-le-bol ne cesse d'augmenter depuis le 24 avril dernier. Le traitement réservé aux voyageurs guyanais qui se rendent à Paris ou aux Antilles est indigne de la République, déclarent certains, tandis que d'autres parlent de discrimination, parlent également de stigmatisation. Les mots sont forts pour qualifier les mesures de contrôle mises en place par le gouvernement. On en parle ce soir donc dans ce nouveau numéro. Avec nous ce soir en plateau, Olivier Taoumi, directeur de l'aéroport Félix Éboué. Bonsoir. Bonsoir. On rappelle également que vous êtes ancien avocat, vous êtes avocat et ancien magistrat. Absolument. Et on va donc débattre de tous ces aspects juridiques. Muriel Changalang, elle est passagère, elle a récemment voyagé. Vous êtes également voyagiste, responsable d'une agence en Guyane, à la fois à Saint-Laurent et à Cayenne. Bonsoir. Bonsoir. Maître Patrick Lingibé, bâtonnier du barreau de Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez récemment publié une tribune sur le site Outre-mer 360 pour dénoncer ces mesures de contrôle drastiques. On va bien évidemment en parler ce soir. Et puis en direct de la ville de Kourou, le docteur Thierry Carrage, il est directeur d'un laboratoire d'analyse dans la ville spatiale. Bonsoir monsieur Thierry Carrage. Bonsoir à tous. Et on rappelle qu'il y aura un léger décalage de quelques secondes concernant donc notre invité en direct de Kourou. Nous avons officiellement invité la préfecture de Guyane en tant que représentant de l'État, représentant du gouvernement sur le territoire. Elle a tout simplement décliné notre invitation. Nous ne pouvons que déplorer l'absence d'un interlocuteur aussi important dont les réponses étaient attendues et qui avait donc toute sa place ce soir. On l'a dit à l'instant, depuis le 24 avril dernier, les voyageurs guyanais font l'objet d'un traitement spécial lorsqu'ils arrivent à Paris ou aux Antilles. Avant d'évoquer le sujet avec nos invités, je vous propose de regarder ce florilège de réactions de passagers que l'on a recueillis depuis la mise en place de cette mesure. Dis donc, on a l'impression d'arriver d'où là? La Guyane, c'est pas en France? Plus ça va, plus je me demande le bien fondé en fait de ce test à la descente de l'avion, parce que quand on voit qu'en moins de 48 heures, on sera au 3e prélèvement. Pourquoi faire un test au départ de Guyane, un test à l'arrivée? On est vacciné en plus. Le taux d'incidence du Covid, il n'est pas plus élevé en Guyane que sur la région parisienne. En Guyane, ça a été très rapide, j'ai trouvé. Mais ici, c'est horrible, quoi. Ça fait déjà 2h30 qu'on attend et ma fille, elle est fatiguée, elle est malade et ça va pas, quoi. On a fait 10 heures de voyage, plus 3-4 heures d'attente, plus là, je vais dire, c'est... Franchement, je suis choqué. Ce qui me sidère complètement, c'est le parquage dans le bus, là. On est parqués comme des animaux. La distanciation sociale, on la respecte en Guyane, on la respecte dans l'avion. Et alors là, c'est du gros n'importe quoi avant de faire des tests et nous isoler 10 jours. Je suis vaccinée. J'ai fait mon test Covid 36 heures avant le départ. J'ai fait 3 tests antigéniques, donc 2 en Guyane, 1 à l'arrivée à Orly. Donc je ne comprends pas pourquoi je suis confinée 10 jours encore chez moi. Voilà donc pour ces réactions de voyageurs guyanais. Muriel Changalang, je me tourne vers vous. Vous avez récemment effectué un voyage dans l'Hexagone. Vous étiez parti donc à Paris, une véritable galère. Quel est le plus dur, le plus insoutenable lorsque l'on voyage en ce moment? Vous avez été donc dans ces avions et vous étiez à l'aéroport d'Orly. Alors le plus insoutenable, c'est la manière dont on est traité. C'est humiliant. Alors déjà le fait d'avoir à faire plusieurs tests dès le départ, c'est un parcours du combattant. Il faut arriver 4h30 au début, il fallait arriver 4h30 à l'aéroport, faire un test, un autotest. Arriver à Paris, on nous dit il faut respecter les distances, la distanciation, qu'on va vous débarquer par rangée. Et finalement, on nous parque tous dans un bus. On est tous collés les uns aux autres. On nous dit même poussez-vous, poussez-vous, il faut qu'un maximum de personnes rentrent dans le bus. Et qu'est-ce qu'on vous répond lorsque vous protestez justement? C'est comme ça. On n'a pas le choix. Donc après, on part avec nous. Donc on est déposé sur le tarmac. On rentre dans un bus blindé. On arrive, on nous ramène dans une salle à Orly 4. Et là commence la queue. Alors au départ de Cayenne, on nous dit scannez le QR code, remplissez avant et vous passerez plus vite. Finalement, il n'y a qu'une seule file.
tout le monde passe au même endroit, ceux qui avaient déjà fait les formalités, ceux qui n'en avaient pas fait. Donc, on perd un temps fou. On nous teste, on nous demande d'attendre, on nous appelle par des numéros. Après, on nous fait passer devant des personnes qui relèvent nos adresses avec des flics à côté de chaque agent. Et donc, ils nous font signer l'arrêté préfectoral de mise en confinement pendant 10 jours, la quarantaine. Et à ma grande surprise, ça faisait 10 minutes que j'attendais que le bus revienne nous chercher, parce qu'il faut attendre que le bus revienne nous chercher. J'ai un appel du commissariat de l'arrondissement de mon lieu de domicile, et ils me disent, voilà, est-ce que vous avez un code d'entrée? Oui. Est-ce que vous pouvez nous le donner? Oui. Donc je le donne. Entre-temps, j'attends le bus. Finalement, 1 heure après, le bus vient nous chercher. On doit retourner à Orly 3, récupérer nos bagages, avec de nouveau un passage de contrôle, pour enfin sortir de l'aéroport. 3 heures de temps. Et je n'étais pas parmi les dernières. 3 heures. Et pendant que je m'installe dans le taxi, j'ai un appel du commissariat. Madame, vous êtes où? Nous sommes devant votre porte. Alors je dis, bon, ben laissez-moi le temps d'arriver. Je suis encore à l'aéroport. Ah, excusez-nous, on pensait que vous étiez déjà là. Non. Eh bien, on repassera demain. Donc le lendemain, on sonne, mais alors vraiment de manière extravagante. J'ouvre la porte, je vois 2 flics de chaque côté de la porte, mais comme dans les films, hein, parce que nous sommes de grands bandits. Donc, de chaque côté de la porte, j'ai 2 flics en position. Il y en a un qui a sa mitraillette contre son épaule, le doigt sur la gâchette, et donc ils sont pas face à la porte. Alors, je les regarde, parce que je me dis, mais pourquoi autant de Et vous êtes senti comment à ce moment? Alors là, c'est l'humiliation, c'est vraiment la dégradation. Je me dis, mais c'est pas possible, nous sommes des terroristes. Et pourtant, il me semble que les terroristes, il y en a qui ne sont pas traités de cette manière. Justement, ces péripéties que l'on vient d'entendre, vous parliez dimanche, maître Patrick Lingibé, on rappelle que vous êtes le bâtonnier du barreau de Guyane, qu'on est traité comme des délinquants sanitaires. Pour vous, ça justifie ce terme que vous avez utilisé? Oui, non, mais de toute façon, je vous dis, il ne faut pas passer par 4 chemins. Hein. Il faut arrêter d'être hypocrite. On a mis en place un système, effectivement, qui conduit à l'indignité des voyageurs venant, effectivement, d'un territoire français, la Guyane, en l'occurrence, avec les conséquences qu'on voit. Le cas qui est arrivé à M. Ngalang a été rapporté par plusieurs personnes qui ont été dans ce cas. Donc, en fait, vous imaginez... La cristallisation, parce que les effets, les dégâts, on ne se rend pas compte. Lorsque les forces de police ou de gendarmerie, puisque effectivement, quel que soit le point où vous êtes dans le territoire hexagonal, vous aurez effectivement les forces de l'ordre qui viendront vérifier. Bon, je pense qu'effectivement, ce n'est pas leur priorité, je pense que très sincèrement, objectivement, ils ont autre chose à faire qu'effectivement aller vérifier si les personnes sont en quarantaine ou pas. Et vous imaginez l'image que ça donne effectivement dans le voisinage. Tout à fait. Où vous êtes effectivement, nous savons très bien statistiquement, et je vais parler d'une autorité indépendante tout à l'heure, où vous avez une stigmatisation de ce qu'on appelle les minorités. Et ce n'est pas un secret de dire que la majorité des personnes qui prennent effectivement l'avion pour se rendre effectivement dans l'Hexagone, même si on a le même scénario, effectivement, dans d'autres territoires. Également aux Antilles, puisque, effectivement, ce qui est stigmatisé, c'est le territoire de la Guyane par rapport à un variant effectivement, il est tellement variant qu'effectivement, on assimile la Guyane à la situation du Brésil. Donc, alors, conséquence, effectivement, vous avez ce qu'on appelle un manquement à la dignité, c'est clair, parce que quelles que soient les mesures restrictives, et il faut être clair, je pense que de toute façon, il y a plusieurs précédents là-dessus, vous ne pouvez pas donner, effectivement, prendre des mesures qui, effectivement, conduisent à l'indignité de la personne auquel elle s'applique.
C'est le cas donc en ce moment, oui, selon vous. Oui, c'est clair. Olivier Taoumi, en tant que directeur d'aéroport, on imagine que c'est toute une organisation pour l'aéroport de Paris d'organiser ces dispositions. On le rappelle, mises en place depuis le 24 avril dernier. Est-ce que les passagers actuellement que vous rencontrez à l'aéroport Félix-Eboue Amatouris se plaignent déjà avant même de partir? Est-ce que vous avez des remontées au niveau de l'aéroport de Cayenne? Alors, de Matoury. Oui, Cayenne Félix-Eboue. J'ai eu exactement le même témoignage que celui de Mme Changalong. C'est un ex-confrère avocat qui est parti, qui a voyagé, qui est venu plaider une affaire. Il était à peine arrivé chez lui qu'il y avait un véhicule de flics avec 2 flics devant chez lui. Donc, en fait, le contrôle se fait très vite, dès le premier jour. Et évidemment, les conséquences aussi pour lui étaient un peu sur le plan personnel. Et il a été très, très maltraité à l'aéroport d'Orly. Il a saigné parce qu'on a l'impression que même le personnel qui applique les tests là-bas n'est pas un personnel de qualité. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on a appris la même mesure samedi pour une mise en œuvre mardi. Mardi, tout était mis en place. Tout était mis en place. Les gens chez nous, en 25 minutes, ils avaient passé le test, ils avaient passé l'autotest. Et à l'époque, vous vous rappelez, même quand on avait un test de moins de 36 heures, c'était les premiers jours, on avait quand même l'autotest. Aucun avion n'est parti en retard chez nous. Aucun, absolument aucun. Et personne n'a saigné chez nous. Donc, et nous, on a très peu de moyens. On a des petits moyens, on est un petit aéroport. Alors, Orly, ADP, a des moyens considérables. Alors pourquoi ils n'ont pas mis les moyens, des moyens humains, plusieurs infirmières, plusieurs personnes de la Croix-Blanche? Pourquoi regardez Pour vous, chez nous... il y a un manque de volonté de la direction de l'aéroport de Paris de fluidifier encore plus? Très clairement, ADP a traité ce sujet par-dessus la jambe en disant ce sont des gens qui viennent de Guyane, mais pour eux, la Guyane, c'est peut-être au-dessus de Nouvelles-Hébrides. Et pour eux, la Guyane, c'est le Brésil. Et donc, très clairement, moi d'ailleurs, j'ai écrit un courrier officiel à mon collègue, le directeur d'ADP, pour lui dire c'est inadmissible ce que vous faites. Vous avez obtenu une réponse? Bien sûr, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Donc, très clairement, il y a un traitement qui est absolument indigne. Mais au-delà, les conséquences, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est les conséquences économiques sur la Guyane. Parce que tout le monde aujourd'hui dit, oui, mais effectivement, on ne voyage pas. Mais je vais vous parler d'une conséquence que personne n'a vue jusque-là. Nous, et on n'est pas les seuls, plusieurs entreprises font venir des techniciens, parce qu'on a besoin de techniciens de métropole, pour faire des opérations de maintenance, d'appareils, des choses comme ça. Aujourd'hui, ils ne viennent pas, ou quand ils viennent, ça nous coûte un prix phénoménal. Tous les marchés publics qui ont été passés en Guyane et qui ont besoin de recours à une compétence métropolitaine ou antillaise, ont été majorés de 20%. C'est-à-dire l'économie guyanaise, on nous a donné 80 millions d'euros de je ne sais pas quoi, ça va nous coûter 3 fois plus cher, rien qu'au coût des marchés publics, des majorations de coûts de marchés publics. Donc il faut qu'on se rende compte que cette mesure est en train de casser l'économie guyanaise. Je ne parle pas simplement de l'aéroport, je parle de tous les acheteurs publics guyanais. Les marchés publics guyanais sont aujourd'hui de devenir trop chers parce que cette mesure est en train de devenir un vrai frein à l'exécution normale d'un marché au prix qui a été conclu à la date de sa passation. Un frein donc pour justement les entreprises. Vous êtes voyagiste, donc Muriel Changalong. Conséquences importantes sur votre affaire? Très importantes. À chaque fois qu'on prend des mesures, c'est un gros frein. Donc on a une perte de chiffre d'affaires d'à peu près 70%. Les gens ne voyagent plus. Ils ne peuvent plus voyager. Avec toutes ces mesures, ce n'est plus possible. Donc, ceux qui voyagent actuellement, ce sont surtout ceux qui partent en évacuation sanitaire de ville, puisque c'est hors SAMU, ou ceux qui doivent obligatoirement aller passer des concours, aller pour des formations qui doivent être suivies en présentiel. Mais sinon, en dehors de ces personnes, il n'y a plus de voyage. Donc, en même temps, le personnel, il faut qu'on le maintienne, puisque par rapport à ces mesures, il y a une surcharge de travail. Il faut modifier les réservations de ceux qui en avaient déjà. Il faut refaire. C'est toute une procédure qu'on doit mettre en place. Une réorganisation. Une réorganisation qui est très chronophage au niveau moyen humain. Et pourtant, on n'a pas d'aide. Quand ces gens-là sont au travail, premièrement, on ne gagne rien, mais on n'a pas les aides. Donc ce n'est pas possible. C'est très compliqué donc pour votre entreprise. On a beaucoup parlé des voyageurs guyanais qui se rendent à Paris ou aux Antilles. Beaucoup ont relevé dans le sens inverse que ces mesures ne sont pas appliquées. Juste avant de commenter cela, rappelons avec vous, Olivier Taoumi, lorsqu'un voyageur arrivant des Antilles ou de Paris
arrive en Guyane, est-ce qu'il est soumis à une septaine? Comment cela se passe pour lui concrètement? On explique cela aux spectateurs. Quand il arrive à Félix-Éboué, il doit simplement déposer une déclaration comme quoi il n'a pas été en contact avec les personnes atteintes de ce Covid. Il doit avoir un PCR négatif. Et puis après, il rentre chez lui. On lui demande de s'engager à observer une septaine, mais qui n'est pas contrôlée. C'est facultatif parce qu'on n'a pas les moyens de contrôle ou parce qu'on considère que la situation de la Guyane est tellement fragile que finalement ce qui arrive de l'extérieur n'est pas grave. Or, c'est une vraie erreur parce qu'aujourd'hui, nous avons le variant brésilien. Mais la Guadeloupe n'a que du variant anglais. Et que je sache, il n'y a pas de variant anglais en Guyane. Alors pourquoi on nous accuse d'amener le virus en Guadeloupe puisqu'on n'a pas de variant anglais? Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et donc, nous, ici, les gens arrivent et débarquent très vite et il n'y a pas de mesure de contrôle. Mais ça, vous savez, c'est de la compétence du préfet, ce n'est pas de la compétence du directeur d'aéroport. Et quand nous, nos clients partent en Guyane, aux Antilles ou en métropole, c'est vraiment c'est un chemin de croix, quoi. C'est très, très lourd. Et nous perdons aujourd'hui toute notre clientèle. Aujourd'hui, nous avons un taux de remplissage de l'ordre de 20 à 25% des avions. Comment voulez-vous que l'aéroport tienne et continue à payer ses salaires avec ça? On a compris donc que l'activité est en chute libre à l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne. Alors, on va prendre la direction de Kourou pour entendre Thierry Carrage, le docteur Thierry Carrage. Alors, docteur, si l'on a un test PCR de 72 heures, il faut réaliser un nouveau test à l'aéroport Félix-Éboué le jour du vol. On a expliqué tout à l'heure. On peut faire aussi le choix de directement réaliser ce test de 36 heures avant le vol. Alors, la question des tests, on va en parler tout à l'heure, la fiabilité de ces tests. Mais tout d'abord, est-ce que cette mesure est efficace au niveau de la propagation du virus? Est-ce que cela empêche réellement la propagation du virus? J'ai perdu mes oreillettes, mais c'est pas grave. Ces mesures sont, pour un biologiste, complètement inutiles et complètement aberrantes. Nous, on fait des tests de moins de 36 heures. Quand les gens sont à l'aéroport Félix-Éboué, ils ont moins de 36 heures. Et quand ils arrivent à Paris, ils ont 48 heures. Nous, nos PCR permettent de détecter les Covid débutants, précoces, ce que ne fait absolument pas l'autotest et ce que ne fait absolument pas le test antigénique. Il faudra quelques jours pour que l'autotest ou le test antigénique soit positif. Donc ces mesures ne servent strictement à rien. D'ailleurs, les gens prennent des mesures. Il y a une dictature administrative qui prend des mesures, que ce soit le confinement, le couvre-feu, les tests, etc., et n'évalue jamais les conséquences et n'évalue jamais l'efficacité de ces tests. Alors que nous, on nous demande d'évaluer en permanence. Est-ce que c'est normal? Le couvre-feu n'a jamais été évalué. Est-ce qu'il est efficace? Peut-être que pas. Peut-être qu'on a la preuve du contraire même. Bon. Mais voilà. Je trouve tout ça inadmissible. Ça repose sur aucune base scientifique. On contrôle une technique hypersensible par une technique qui est beaucoup moins sensible. C'est biologiquement une aberration. On va rentrer dans les détails, Thierry Carrage, concernant ces différences entre l'autotest, ce test antigénique ou encore le test PCR. On va poursuivre avec des réactions, justement, puisque face à ce traitement réservé aux passagers guyanais, certains élus locaux ont écrit au Premier ministre Jean Castex. C'est le cas de 3 parlementaires qui ont adressé un courrier commun. Le sénateur Georges Patient, le député Lénaïque Adam et la sénatrice Marie-Laure Finera-Horth se disent dans ce document extrêmement, on va le voir donc, extrêmement choqués par le traitement réservé à nos compatriotes qui se rendent en France hexagonale. Alors ils parlent d'une opération qui est source d'une forte discrimination, mais aussi génératrice de beaucoup de retard. Et puis pour eux, notez que ces contrôles s'apparentent, je cite, à une opération traumatisante pour nos compatriotes qui vivent difficilement ces contrôles. Outre le sentiment d'être surveillé, une majorité évoque le comportement humiliant des forces de l'ordre qui les prive de tout sentiment d'être membre de la nation française.
Fin de citation. Des réactions également, autre réaction également, celle de la présidente de la CCI qui a, elle, adressé un courrier au ministre des Outre-mer cette fois, Sébastien Lecornu. Outre l'indignation, elle indique, je cite, que les tests sont pratiqués sans ménagement. Plusieurs passagers ont été blessés et aussi donc saignés. Les policiers interpellent en parlant donc des voyageurs guyanais comme s'ils étaient des délinquants en puissance. La présidente de la CCI Guyane, par ailleurs, se dit inquiète de l'activité en chute libre de l'aéroport Félix Éboué, dont elle a la gestion. C'est ce que l'on vient d'entendre donc avec Olivier Taoumi, le directeur de l'aéroport. Ces réactions, vous l'avez vu, parlent justement de tests où il y a des saignements. Vous avez alerté également sur cette interrogation, sur ce fait, Olivier Taoumi, lors de ce courrier que vous avez adressé au directeur de l'aéroport de Paris. Oui, je lui ai fait part vraiment de mon agacement et des conséquences de la politique qu'il pratique à Paris, mais qui a des effets... Par ces fameux... Bien sûr, et qui a des effets, induits sur notre activité. Je lui ai dit, nous, personne n'a saigné chez nous. Nous avons 5 personnes de la Croix-Blanche pour traiter 150 passagers. Eux, ils en ont mis 2 pour 300 personnes. Donc, je lui ai demandé pourquoi les moyens n'ont pas été mis en œuvre. Alors, j'imagine qu'il va me répondre officiellement. Il va me dire que, vous comprenez, il y a 2 choses. Il va dire c'est de la compétence du préfet de police qui met en place les contrôles de police. Et deuxièmement, l'ADP a subi 1,1 milliard de pertes et qu'ils n'ont plus les moyens. D'ailleurs, ils sont en train de licencier 30 000 personnes. Donc, mais ça, c'est pas une réponse. Je suis désolé. On nous dit depuis le début que la santé n'a pas de prix. Et le président de la République nous dit « Je mène une guerre, c'est une guerre, je mettrai les moyens. La santé n'a pas de prix. » Qu'on mette les moyens. Et je ne comprends pas pourquoi ADP ne demande pas à la DGAC une subvention pour ça et qu'elle mette les moyens pour accueillir les compatriotes français, guyanais, qui partent dans l'Hexagone. Alors avant de passer à la deuxième partie de cette émission, dernière question pour vous, Muriel Changalong, pour cette première partie. On a parlé de ces tests... de ces passagers qui saignaient. Alors vous, ça s'est passé comment pour vous? Est-ce que ça a été brutal? Non, pour moi, non. Personnellement, ça s'est bien passé. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans votre entourage, vous avez eu ce son de cloche? Oui, j'ai eu le son de cloche et même de clients de chez nous, puisqu'on leur demande régulièrement comment ils ont vécu leur déplacement. Et il y a eu des cas, effectivement, de saignement. Alors, on arrive à la deuxième partie de cette émission. Je vous propose de regarder attentivement ce témoignage édifiant. Il s'agit d'un passager guyanais qui se rendait en Espagne via donc Paris, l'aéroport d'Orly, en région parisienne. Le 26 avril dernier, soit 2 jours après l'application de ces mesures drastiques, il a été testé positif à son arrivée, mais ce n'est pas tout. Il n'était pas au bout de ses surprises. Regardez attentivement. Avant de m'embarquer à Cayenne, j'ai effectué bien 2 tests PCR dans le laboratoire de Cayenne qui étaient négatifs. Je n'ai pas dû effectuer les tests à l'aéroport de Cayenne. Ensuite, une fois arrivé à Paris, on a attendu pratiquement 2 heures en queue pour se faire tester. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas préparés à l'arrivée des passagers parce qu'on a attendu jusqu'à 4 heures pratiquement d'attente pour avoir entre l'entrée dans la salle et l'arrivée des résultats. Ils nous ont annoncé qu'il y avait un problème informatique, un bug informatique, et les résultats allaient arriver tout de suite. Et ensuite, on a isolé 4 passagers, dont moi, avec les résultats positifs du test. On nous a dit, vous êtes positif, vous allez en isolement strict pendant 10 jours, donnez-nous une adresse sur la France hexagonale. Donc, moi, je n'ai pas d'adresse sur la France hexagonale, je devais me déplacer en Espagne. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on a dû attendre énormément pour avoir la réponse. Et finalement, j'ai eu quand même l'arrêté préfectoral de mise en isolement en Espagne. C'est-à-dire que la préfecture de Paris aurait dû informer en fait l'Espagne que je suis positif et que je viens en Espagne. Seulement que à ce moment-là, on ne m'a pas permis de prendre l'avion pour aller en Espagne. On m'a obligé d'y aller avec mes moyens, sans moyens publics. Donc, j'ai dû louer une voiture parce que l'alternative, c'est les taxis. Mais j'ai oublié de dire qu'après le test antigénique effectué à Paris, ils m'ont tout de suite fait un test PCR
pour vérifier de quelle variante il s'agissait. Et l'histoire, c'est qu'une fois que je suis arrivé en Espagne, j'ai eu le résultat par téléphone et c'était négatif. Moi, personnellement, j'ai constaté le manque d'organisation de l'aéroport, le manque de communication. On n'a jamais, par exemple, si vous imaginez un passager positif, imaginons que j'étais vraiment positif, je n'ai pas eu de visite de médecin, personne ne m'a demandé qui étaient mes cas contacts, on m'a juste dit, bon, allez, partez et ne revenez plus. Aujourd'hui, je vais voir un avocat pour me faire indemniser des frais de location de voiture, bien sûr, des péages, l'hôtel que j'ai dû louer au lieu de pouvoir prendre l'avion. C'est des frais importants, tout ça pour éviter 10 jours d'isolement dans un hôtel dans un hôtel en France, en fait. Alors, il y a deux aspects importants dans ce témoignage que l'on vient d'entendre. Tout d'abord, ce test antigénique positif, puis ce test PCR dans la foulée qui a été donc effectué, qui était censé confirmer la positivité, mais qui au final est revenu négatif. Alors Thierry Carrage, on rappelle que vous êtes directeur d'un laboratoire d'analyse à Kourou. Comment expliquer cela? Est-ce que ce sont des cas de figure qui arrivent souvent? Depuis quelques temps, on prend les tests antigéniques, on les fait en criblage. On en a fait une 50aine. On n'a jamais eu un faux positif en test antigénique qui revienne négatif en criblage. Donc, j'en ai fait que 50. Je suis peut-être pas totalement compétent pour répondre à cette question. Maintenant, est-ce qu'il y a eu le test? Comment le test a été identifié? Est-ce qu'on a mis sur le test le nom du patient? Est-ce que le patient a vu le résultat de son test? Etc. etc. On peut se poser plein de questions, en fait. Est-ce que c'est son test à lui? C'est le test de quelqu'un d'autre? Etc. etc. Pour qu'un test soit non productif, soit c'est un faux positif, et ça, il paraît qu'il y en a peu. Il y a surtout des faux négatifs. Est-ce que c'est une mauvaise identification du test et c'est le test de quelqu'un d'autre qui est parti dans la nature avec son test positif? On peut pas le savoir. Ce qui est très important, c'est d'avoir un circuit qui empêche tout à fait ce genre d'erreur, en fait. Et ce monsieur qui a eu une PCR avant de partir a eu une PCR à l'arrivée finalement négative, ce qui prouve que le test antigénique ne sert à rien. Et pourquoi faire un test antigénique à l'arrivée? De toutes les façons, que vous soyez positif ou négatif, vous allez avoir la même sanction, c'est d'être confiné pendant 10 jours. Donc ça ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut, la bonne façon de faire, c'est ce qu'on fait en Guyane, c'est d'être confiné, demander aux gens d'être confinés, leur faire confiance. Je vous rappelle que une politique de santé publique, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle de la population vis-à-vis des autorités sanitaires et des autorités sanitaires vis-à-vis de la population. Quand on fait des contrôles de flics, c'est pas ça, il y a un problème. On ne fait pas de la politique de santé productive, en fait. Donc on le voit bien. L'autre aspect, c'est un point plus juridique. Je m'adresse à vous, Patrick Lingibé. Nicolas Gallinaro, que l'on vient d'entendre, envisage d'aller devant la justice pour être remboursé, pour se faire rembourser de ces frais supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Patrick Lingibé, qui faut-il attaquer et qui, au final, va devoir rembourser s'il obtient gain de cause? Alors, qui devra attaquer? Oui, il a intérêt à attaquer, puisque manifestement, c'est l'État. L'État, en l'occurrence, effectivement, la préfecture, le préfet de Paris, puisqu'effectivement, il s'agit d'un arrêté préfectoral individualisé, qui a été pris, donc, où les voies de recours sont donc indiquées. Mais en fait, là, il y a une responsabilité à travers, effectivement, le dysfonctionnement des services, effectivement, de la préfecture de Paris. Dans un angle plus global, j'y associerais aussi, en plus effectivement la préfecture de Paris, même si le préfet de Paris signe en tant que préfet de police,
aussi le ministère de la Santé, en l'occurrence, puisque vous savez que les prélèvements devraient être faits par, effectivement, du personnel médical, qui ne relève pas, donc, du ministère de l'Intérieur. Bon. C'est toute la complexité, il y a le système de l'état d'urgence sanitaire. Hein. Parce que je rappelle que vous avez 3 autorités, effectivement, qui interviennent. Le Premier ministre, qui effectivement peut prendre, puisque la loi du 23 mars 2020 a prévu 10 mesures particulières, dont celle de la mise en quarantaine et celle de l'isolement. L'isolement, c'est quand la personne est, pour que les gens puissent comprendre, quand la personne est infectée, alors que la quarantaine, elle est susceptible d'être infectée. Le ministre de la Santé, le décret qui régit d'ailleurs toutes les dispositions prises en matière de gestion, l'autorité de police en matière sanitaire, émane du ministère de la Santé. Et puis le délégataire local, c'est le préfet, sachant que le préfet ne relève pas du ministre de la Santé. C'est plus compliqué, il relève du ministre de l'Intérieur. Mais c'est une action, effectivement, en responsabilité de l'État. Action donc à mener en responsabilité de l'État, comme vous venez de le dire. Une réaction par rapport à ce témoignage donc de Nicolo Gallinaro, Olivier Taoumi ou Muriel Changalon? Moi, je connais ce témoignage, puisque M. Nicolo Gallinaro me l'a envoyé aussi. Je me suis renseigné. En fait, il y a eu un bug informatique. Et ils ont même appelé des gens qui n'étaient pas dans l'avion, des gens qui étaient passés la veille. Donc, en fait, il y a eu ce qu'a dit le docteur Carrage, il y a eu un mélange, ils se sont mélangés les pinceaux, très clairement. Et d'ailleurs, ce qu'il ne dit pas M. Gallinaro, c'est que pendant 45 minutes, toutes les opérations ont été suspendues. Arrêt total du processus, si vous voulez, de traitement des passagers, parce qu'ils étaient en bug informatique. Et donc voilà, ça c'est une vraie difficulté qui n'a pas été prévue et qui aboutit à des conséquences énormes. La première conséquence, effectivement, c'est ce qu'a vécu ce monsieur. Donc il a des frais, évidemment, mais il a aussi un préjudice moral énorme. Il a parlé que des frais, mais un préjudice moral énorme. On envoie quelqu'un comme un délinquant en Espagne. Je vous signale que c'est un architecte qu'on connaît et qui est de nationalité espagnole. Donc vous vous rendez compte, l'État français renvoie un ressortissant chez lui avec un arrêté en disant « Monsieur, vous êtes positif ». Et voilà, c'est catastrophique pour lui. Donc il a un préjudice moral énorme. C'est son épouse qui est venue le chercher, parce qu'il ne le dit pas aussi, parce qu'il a traversé toute la France jusqu'en Espagne avec une voiture de location. Il ne pouvait pas faire ça tout seul. Enfin, c'est des conséquences énormes. On comprend bien que ce sont des conséquences importantes. Alors, mesures disproportionnées, ça a été évoqué dans votre tribune, Patrick Lingibé. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de cette disproportion. Quand on parle de mesures disproportionnées, on parle de quoi précisément? Les mesures restrictives en matière de liberté, et là c'est dans le domaine effectivement sanitaire. Le législateur, et ça les débats parlementaires prouvent, notamment le Sénat, a tenu effectivement à cadenasser la proportionnalité, mais on parle de proportionnalité stricte. Parce que le principe de précaution, si vous voulez, c'est un principe large où effectivement on dit, comme il y a un risque, donc on ouvre le parapluie, pour être clair, pour que les gens puissent comprendre. Bon, simplement, un parapluie trop grand, effectivement, a tendance, parce que vous savez, aujourd'hui, on attend... Ah oui, tout à fait, tout le monde s'ouvre, parce que tout le monde a peur, effectivement, des conséquences pénales, hein, pas se faire d'illusions. Vous savez qu'il y a des enquêtes aujourd'hui. Très bien, allez-y. Et donc, effectivement, on a tendance à ouvrir le parapluie, et naturellement, plus vous ouvrez le parapluie, donc du principe de précaution, plus vous limitez les libertés, les restrictions. Et en fait, vous devez avoir une stricte proportionnalité entre les mesures que vous prenez et les circonstances de temps et de lieu. Et je vais même plus loin, puisque comme l'arrêté est individuel, il s'agit aussi d'aborder la situation de chacune des personnes, en l'occurrence. Et là, c'est un arrêté stéréotypé qui est fait. Vous voyez, présigné d'ailleurs par le préfet, d'ailleurs. Voilà. Voilà, vous avez effectivement les conséquences dommageables qu'il y a. Alors, on va aborder cet aspect des mesures à prendre, notamment attaquer ces mesures. On va l'aborder avec notamment aussi d'autres actions que vous allez mener. Mais juste avant, il y a une autre anecdote qui nous est parvenue ce matin. Nous avons été informés du cas qui interpelle également. Un père guyanais donc, nous a informé que son fils âgé de 17 ans, qui est en sport-études en région parisienne, est reparti hier après-midi après des vacances au pays. Arrivé à Paris, son école lui a tout simplement indiqué qu'elle n'est pas en mesure
de l'accueillir. Son père donc a dû rapidement trouver des solutions d'hébergement dans un hôtel via donc le commissariat de proximité qui est à proximité. Il va perdre donc 10 jours sur sa scolarité. Nous sommes en pleine discrimination. Aujourd'hui, attendez, est-ce que c'est normal que son établissement refuse de l'accueillir? Est-ce que c'est inéluctable? Vous comprenez très bien que, en fait, les conséquences économiques, sociales, psychologiques, parce qu'il y aura des conséquences psychologiques, fait que la Guyane et tous ses habitants, effectivement, sont stigmatisés. Ça veut dire, en l'occurrence, réflexe des hôtels, des centres d'études. On peut multiplier. Est-ce que c'est normal? Est-ce que l'on peut contester cela aussi quand même? Oui, bien sûr, on peut contester, là, absolument. Il aurait pu faire un référé. Il aurait pu faire un référé liberté. Et un référé liberté qui est jugé en 48 heures. Jugé en 48 heures parce que là, il y a sa liberté scolaire. Parce que là, c'est la liberté d'aller. Et là, en 48 heures, il aurait eu une mesure. Et je pense que d'ailleurs, le directeur ou le président de cet établissement n'aurait même pas attendu l'audience. Il serait revenu sur la décision tout de suite. Donc là, il ne faut pas hésiter. Il faut absolument. Il y a des procédures. Là, c'est le magistrat qui parle, le magistrat détaché. Il y a des procédures devant le juge administratif, dont certaines qui sont jugées en 48 heures. Ça s'appelle un référé liberté. Et par contre, le juge est sévère sur la condition d'urgence. Il faut donc justifier d'urgence. Et là, au cas particulier, perdre 13 jours à 2 mois de la fin de l'année, à 2 mois des examens sur un cursus, la condition d'urgence ne me paraît pas faire de doute. Donc il ne faut pas hésiter à aller devant le juge administratif qui, à mon sens, reste, avec le judiciaire, le dernier rempart protecteur des libertés. Mais c'est la conséquence, excusez-moi, c'est la conséquence de notre stigmatisation. Parce que, pour prendre un exemple, le CHUM de la Martinique a pris une note de service co-signée par le chef de service de l'infectiologie disant que tous les agents du CHUM qui devront accompagner des malades en Guyane devront se faire vacciner pour éviter d'être contaminés en venant ramener des patients en Guyane. Alors voilà une des conséquences. Vous avez le réflexe, c'est quoi? C'est que les personnes, vous voyez le directeur du centre d'études va dire, mais moi je ne vais pas prendre de risque si la personne est contaminée, parce que ça sera ma responsabilité pénale qui serait engagée. Voilà. Donc on va en boule de neige. Et on comprend bien. Alors la mise en place de ces contrôles a mis en exergue la fiabilité des tests, on l'a effleuré tout à l'heure. Thierry Carrage, je me retourne vers vous pour renforcer les mesures. Le gouvernement a mis en place donc ces fameux autotests. Vous l'avez dit, vous avez parlé de leur efficacité. Alors, comment jugez-vous cette mesure justement et surtout ces tests, ces autotests? Tout à l'heure, vous nous l'avez dit. Alors, pouvez-vous rappeler en quoi un test PCR est-il plus fiable qu'un test antigénique? Un test PCR, c'est la technique la plus fiable en biologie, en fait, et qui met en évidence des fractions très, très infimes d'un virus dans des cellules. Et c'est pour ça qu'on dépiste très tôt la Covid-19 par le test PCR. Ce qui n'est pas du tout vrai sur des tests antigéniques et des autotests qui sont beaucoup plus tardifs. Les tests, nous, quand on récupère les tests antigéniques positifs, et l'expression virale qu'on met en évidence, est très importante. Et d'ailleurs, les tests antigéniques étaient prévus par les scientifiques au début que pour les gens symptomatiques, et pas du tout pour les débuts d'infection, et quand on est encore asymptomatique et pas encore symptomatique. Donc c'est complètement aberrant. Alors Thierry Carrage, on l'a vu, le variant brésilien, il s'agit de freiner la propagation de ce fameux variant. Est-ce qu'il est plus dangereux que le variant britannique ou le variant sud-africain? Bon, je voudrais d'abord dire qu'il y a du variant anglais en Guyane, et le variant anglais en Guyane, il vient de métropole. Donc pourquoi on accepte les variants de la métropole et pourquoi ils n'accepteraient pas les variants brésiliens? Un variant, on a des variants depuis le début de l'épidémie Covid, et des variants qu'on ne connaît pas parce qu'ils n'ont aucun impact, parce qu'ils se multiplient pas plus que les autres. Le problème du variant anglais, sud-africain et brésilien, c'est qu'ils ont la facilité de se propager beaucoup plus vite et prendre le pas sur les autres. Ensuite, là, au niveau virulence,
il y a une cellule à l'hôpital de Cayenne qui est en train d'étudier la virulence du virus brésilien, voir s'il est vraiment plus virulent en fait. Mais ce qu'il faut savoir, il est plus contaminant parce qu'il est plus long dans l'organisme, il reste plus longtemps. Quand on avait le virus avant ces variants, au bout de 7 jours, on faisait plus de tests de guérison parce qu'à 99%, tout le monde était guéri. Aujourd'hui, il faut, après une dizaine, à mon avis, et c'est pas la doctrine prévue et c'est dommage, il faut faire un test PCR pour voir si on est encore extracteur du virus avant de vous libérer dans la nature pour contaminer d'autres personnes. Alors, en fait, vous comprenez, il y a deux systèmes en fait. Alors, est-ce que justement, ce que vous venez d'expliquer concernant le variant brésilien, est-ce que ça justifie cette attention particulière portée par le gouvernement sur le variant brésilien ? Alors que pour des autres variants, vous parlez de contagiosité pour le variant brésilien, mais est-ce que ça justifie la mesure gouvernementale et cette attention particulière ? On ne peut pas mettre en évidence une virulence plus de l'un que de l'autre. Je pense que le variant anglais a fait ses victimes, le variant sud-africain aussi, et le variant brésilien aussi. C'est pas parce que la gestion dans un pays a été mal faite qu'il est plus dangereux que les autres. Il faut le démontrer scientifiquement. C'est pas le cas encore pour l'instant. Et je pense que de toutes les façons, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et nous, on peut faire ce qu'on veut pour se protéger des variants. Tous les variants passeront sur notre territoire, quoi qu'il arrive, parce que les frontières sont poreuses. Les gens voyagent dans le monde entier et se baladent avec des virus et des variants. Donc, notre avenir, c'est de lutter contre les variants. Et on connaît les variants actuels, mais on ne connaît pas le variant à venir. Le variant indien vient de sortir. Ensuite, on va avoir un variant, le Pétaouchnok, etc., etc. Ce qu'on sait, par contre, c'est que les variants émergent là où il y a une forte population de gens atteints, parce que plus il y a de virus, plus il y a de mutations spontanées, et plus les variants apparaissent. C'est pas étonnant que le variant brésilien soit apparu au Brésil. C'est pas étonnant que le variant anglais soit apparu en Angleterre quand l'épidémie était à son maximum, et le sud-africain en Afrique du Sud, donc, et l'Indien aujourd'hui. Mais on n'en est qu'au début d'une longue période. Quand les gens disent qu'on va pouvoir retrouver une vie normale, non, on va falloir trouver une vie compatible, une vie avec des libertés compatibles avec les virus qui va nous accompagner pendant un certain temps. Il va falloir donc s'adapter. C'est illusoire de penser qu'on soit... S'adapter, oui. On a bien compris, Thierry Karachi, il va falloir s'adapter. Bon. Alors, Maître Patrick Lingibé, on passe à ces actions à mener pour pouvoir faire bouger les choses. Parle d'une forme de situation inéluctable concernant ces variants et d'adaptation. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour justement mettre en exergue la fiabilité de ces tests lorsqu'on va faire une action en justice pour tenter de faire bouger la situation ? Alors, pour attaquer justement cette mesure. Docteur Karachi, je confirmais scientifiquement quelque chose qui effectivement est acquise, et j'en veux pour preuve toutes les décisions du Conseil d'État que j'ai commentées, et effectivement, qui très clairement disent que le seul test qui est le plus fiable, c'est le RT-PCR. C'est clair. Pourquoi ? Parce que c'est le test qui permet effectivement de détecter la souche originelle Covid-19, mais les variants. Voilà. Bon, donc c'est pas un secret, on ne fait effectivement que confirmer. Ça veut dire que les tests aujourd'hui qu'on a ajoutés par voie d'affichage, il faut le dire, parce qu'il fallait rassurer la population hexagonale, finalement ne servent à rien. Est-ce que vous allez vous servir de cet argument ? Alors, oui. Parce qu'on rappelle, vous avez décidé donc d'attaquer cette mesure. On a entendu tout à l'heure le sénateur Georges Patient parler d'action en justice. Est-ce que vous allez vous appuyer sur ces mesures ? Alors oui, je vais m'appuyer sur plusieurs éléments. Alors d'ores et déjà, je vous dis que moi j'ai saisi l'une des autorités indépendantes, qui est le défenseur des droits, de cette situation. Alors pourquoi ? Parce que nous sommes effectivement au cœur des problèmes
d'égalité, mais surtout effectivement de discrimination, qui conduisent à porter à des principes de dignité qui relèvent effectivement de sa compétence en application de l'article 71-1 de la Constitution. Voilà, donc déjà, ça, indépendamment des recours contentieux. Et en fait, alors, il faut savoir que comme effectivement c'est individuel, que moi je devrais me déplacer à Paris. Et j'annonce très clairement, effectivement, que c'est prévu, je vais déférer, je vais faire un référé liberté devant, effectivement, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Oui. C'est de cette mesure dont parlait le sénateur. Et j'invite d'ailleurs toutes les personnes à le faire. Dans combien de temps? Là, je pars, effectivement... Vous allez devoir c'est pour ça que d'ailleurs j'ai saisi le défenseur des droits. Et c'est pour ça qu'effectivement je saisirai aussi le président de la commission consultative des droits de l'homme. Pourquoi, en fait? Parce que ces deux autorités, particulièrement le défenseur des droits, a un pouvoir d'enquête et d'injonction à l'administration. Et notamment, comme il y a plusieurs administrations en cause, c'est effectivement... Non, parce que, si vous voulez, au-delà, effectivement, des recours contentieux... Très bien. Il s'agit effectivement de mettre en débat sur la sphère sociétale des mesures qui sont discriminatoires et qui effectivement affectent toute une population. Vous allez le faire. Vous allez le faire si le voyageur lambda, par exemple Madame Changalang qui va mener une action, mais le voyageur lambda veut aussi participer à cette mesure. Ça se passe comment? Comment faire? Alors, c'est une requête, effectivement. Alors, on abandonne les recours gracieux devant le préfet qui ne servira à rien. Quant au ministre, n'en parlons pas. Donc, d'aller directement, effectivement. Alors, le plus rapide, c'est le référé liberté. Alors pour Madame Changalang, ça sera effectivement plutôt un recours, effectivement, au fond, puisqu'effectivement, comme la mesure est passée, puisque la condition d'urgence, justement, c'est que la mesure, effectivement, continue à s'appliquer. Une fois qu'elle s'est appliquée, effectivement, là, vous avez un contentieux dit indemnitaire, en fait, puisque ça vous crée un préjudice. Et on passe donc par Alors après, il y a une formalité. Il faut faire d'abord une demande de réparation à l'administration avant d'aller devant le juge du plein contentieux, qu'on appelle effectivement... C'est un peu technique, mais en fait... C'est tout de même une mesure qui coûte cher. Oui, mais d'où l'intérêt, effectivement, de faire une action collective. Vous savez, quand vous êtes face à des problèmes, ce qu'on appelle donc de contentieux sériels, l'intérêt, effectivement, c'est de grouper et de faire une action. Alors, d'autant plus, vous imaginez bien que quand le juge du fond ou des référés voit plusieurs, effectivement, requérants, il accorde plus d'importance. Et, par ailleurs, puisque c'est l'État que vous avez en face, il est évident, en l'occurrence, que le signe envoyé à l'État, effectivement, c'est plus quand vous avez effectivement des autorités comme le défenseur des droits ou la commission consultative nationale des droits de l'homme qui ont des pouvoirs d'auto-saisine, d'auto-enquête. Et on comprend bien la multiplication des actions. Alors justement, ça rejoint un peu une action que vous souhaitez mener. Vous allez très prochainement mener une pétition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Muriel Changalang? Alors, c'est plusieurs passagers qui m'ont contacté. Qui ont subi tout ce que tous les Guyanais subissent en ce moment et qui n'arrivent pas à l'accepter. Donc, on souhaite faire un courrier, mais on sera conseillé, et peut-être qu'on va se rapprocher de Maître Lingibé également, et mettre en ligne ce courrier pour recueillir un maximum de signatures, parce qu'effectivement, une action seule ne mène pas loin. Alors que si il y a plusieurs personnes, on a plus de chances de se faire entendre. Et je pense que ça servira pour faire bouger les choses, faire changer. On ne dit pas qu'il ne faille pas prendre des mesures, mais il y a des manières de les faire appliquer. Alors, est-ce qu'il existe... C'est en cause, si vous voulez, c'est pas le principe de... c'est les modalités, en fait. Les modalités. Oui, c'est les modalités. Sur les recours, parce que nous aussi à la Chambre, on réfléchit là-dessus. Alors, je veux dire deux mots très rapidement. D'abord, le référé liberté en cette matière ne peut pas fonctionner, parce que soit la mesure a été exécutée et le référé est irrecevable, soit elle va être exécutée et le juge n'aura pas le temps de statuer en 45 minutes. Donc, très clairement, le référé, il faut l'oublier. Par contre, ce qu'il faut attaquer, c'est qu'il faut attaquer la décision qui génère ces mesures d'application, c'est-à-dire le décret.
Et ça, la Chambre de commerce est en train de réfléchir, j'en ai parlé à la présidente, je l'ai proposé, et je pense que la CTG doit venir avec nous parce que c'est l'image de la Guyane qui est en cause. Et on a 2 jurisprudences aujourd'hui qui sont ouvertes, 2 jurisprudences du Conseil d'État, une sur l'ordre des avocats de Montpellier, une autre qui est Madame B. L'ordre des avocats de Montpellier, c'est lorsque les avocats ont attaqué la mesure qui interdisait à leurs clients de venir les voir entre 18h et 23h pour une mesure qu'ils ne pouvaient pas faire à distance. Et l'autre qui s'appelle l'arrêt Madame B, qui est du 1er mars 2021, ce sont les résidents des EHPAD qui étaient interdits d'aller visiter leur famille. Et le Conseil d'État, dans les 2 cas, a suspendu la mesure en disant c'est trop disproportionné, parce que vous avez posé la question sur la disproportion, et on est dans ce cas-là. Ce qui est appliqué aujourd'hui à ADP, et le docteur Garage vient de le justifier, c'est totalement disproportionné, ça relève de la psychose médicale, ça ne relève pas de la protection de la santé publique. Donc, je pense qu'au niveau du recours, et d'ailleurs la Chambre est en train vraiment, j'en ai parlé avec la présidente il y a encore 48 heures, elle m'a dit tu me proposes un recours, nous irons, nous, contre le fait générateur d'en haut. Pas les actes individuels, parce que les actes individuels, je vais vous expliquer. Vous parlez du décret, le fait générateur d'en haut, c'est ce décret. Bien évidemment. Et c'est un recours gratuit devant le Conseil d'État, parce que c'est un recours pour excès de pouvoir. On n'a pas besoin d'avocat au Conseil d'État. On n'a même pas besoin d'avocat pour l'attaquer. Si on sait faire, on dépose un recours sur télérecours citoyen au Conseil d'État et on fait son recours. Donc le recours le plus fructueux, c'est attaquer le décret lui-même. Comme on peut le faire. Un recours de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane. Absolument, on est en train de travailler dessus. Et bon, j'ai beaucoup de travail actuellement, mais j'en ai parlé à la présidente, elle m'a dit laisse-moi 2-3 jours pour réfléchir. Je pense que demain, elle va revenir vers moi, je vais essayer de la convaincre, mais on va y aller et j'espère que la CTG viendra avec nous. Alors, sur le plan politique, il faut quand même une action en parallèle. Les politiques envoient des courriers. On a parlé de cette rencontre de Marie-Laure Phinera-Hort avec le ministre des Outre-mer. Ça permet pour l'instant pas de faire avancer les choses. Réponse de Jean Castex, mais les lignes ne bougent pas, la mesure est encore présente. Sur le plan politique, est-ce que nos élus devraient aller plus loin, selon vous ? De toute façon, ils devraient, pour moi, effectivement, agir en justice. Alors, indépendamment des mesures individuelles, parce que dans la mesure individuelle, vous pouvez critiquer le décret. Il est évident, effectivement. Au-delà de l'aspect juridique, au-delà de non, mais alors, attendez, il n'y a pas plus largement politique. Si vous voulez, effectivement, un spectre important et frapper fort, c'est notamment les 2 autorités que je vous ai, le défenseur des droits, des moyens particulièrement, effectivement, je veux dire, intrusifs de l'administration. Je veux dire, c'est quand il ouvre effectivement une enquête, ça fait mal. Je peux vous dire que j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec mon centre de droit, parce que ça donne une dimension. Parce que vous comprenez très bien que nous sommes effectivement dans une... ces mesures, en l'occurrence, qui sont discriminantes et discriminatoires, servent à masquer effectivement quoi ? Une peur qui est totalement injustifiée. Donc, en l'occurrence, comment combattre effectivement une peur psychologique, effectivement des postures, je veux dire, sociétales, par effectivement des actions, alors à caractère juridique, mais je crois aussi à la pertinence d'actions sociétales, en l'occurrence, à travers d'autorités qui, effectivement, par lesquelles ça passe. Parce que vous imaginez bien que dans le recours, je ne serai pas seul. Voilà. Oui, mais une peur Dernier mot, quoi ? Et on va conclure avec vous, Muriel Parce Chamberlain. qu'une peur de quoi ? On a réduit les vols entre Cayenne et Paris à 150 passagers pour limiter la propagation du virus. Mais quand on sait qu'il y a des vols qui partent de Sao Paulo pour Paris avec 290 passagers, parce que ça a été limité à 290 passagers, il y a de quoi se poser des questions. Donc est-ce que la Guyane ne devrait pas plutôt se faire gérer par le ministère des Affaires étrangères plutôt que par le ministère des Outre-mer Alors, juste une précision. Très rapidement, on va conclure. Le ministère des Outre-mer, n'a pas de fonction régalienne. Enfin, moi, je veux dire que c'est pas son domaine. Bon, je l'ai dit aux élus, d'ailleurs, parlementaires. Enfin, les compétences, je l'ai rappelé, c'est le ministre de la Santé, surtout le Premier ministre. Voilà. Bon. Pas du président de la République. Lui, effectivement, le maître des horloges. Alors, il faut donc une action, il faut donc cette action collective. Pour vous, c'est la seule issue pour pouvoir faire bouger les lignes. Terminé. La CCI va travailler dans ce sens. Il y a des dispositions, il ne faut pas l'oublier, il y a le décret lui-même, il y a des dispositions du décret, mais il faut savoir qu'effectivement, le dispositif de la loi sur l'état d'urgence a donné effectivement des prérogatives aux préfets de département, qui sont titulaires de pouvoir de police d'ailleurs, et le pouvoir de police sanitaire renforcé d'ailleurs. Voilà. Cette action collective, il y a encore énormément de choses à dire sur cette actualité, et notamment ces mesures de contrôle
à l'aéroport d'Orly en région parisienne, mais également arrivé aux Antilles. Merci d'avoir suivi cette émission qui arrive donc à son terme. Merci aux invités, merci à vous, merci aussi donc à Thierry Carrage en direct de Kourou. Merci à la rédaction et aux équipes techniques qui ont permis donc la réalisation de ce nouveau numéro de Débat 973, que ce soit donc pour le direct depuis Kourou ou ici en plateau. L'actualité revient demain dès 5h du matin. Passez une excellente soirée.